Salut, bienvenue à ton cours Éclair. Au dernier cours, on s'est parlé ensemble de la période de l'entre-deux-guerres, plus particulièrement de la première moitié de 1918 à 1929, c'est-à-dire les années folles. Une décennie de joie, une décennie de folie, une décennie de bonheur, où on profite de la vie, on s'amuse et surtout où on consomme, parce que le crédit est facilement accessible. Mais cette belle utopie, cette belle illusion-là que sont les années folles, va se terminer d'un coup sec. Le 24 octobre 1929, c'est terminé. C'est le début de ce qu'on va appeler la Grande Dépression. Notre sujet d'aujourd'hui, qui dure de 1929 jusqu'à 1939. Qu'est-ce que la Grande Dépression? Comme je l'ai mentionné, la Grande Dépression, c'est une période de 1929 jusqu'à 1939, durant laquelle il y a une crise économique qu'on pourrait dire mondiale, qui touche l'ensemble des pays capitalistes dans le monde. Durant cette crise économique, qui dure 10 ans, il va y avoir des millions de personnes sur le chômage. C'est pas rare de voir jusqu'à 30% de chômage dans certains pays, dans certaines régions. Des millions de personnes vont perdre leur maison, des milliers d'entreprises vont fermer, même des banques vont faire faillite. C'est une période où l'économie s'arrête presque complètement dans les pays capitalistes et où la misère s'installe. Les gens vont souffrir, les gens vont avoir la vie extrêmement dure, contrairement à la période qui précédait les années folles où on pensait que tout allait bien aller à la fin de la Première Guerre mondiale et qu'on pouvait tout simplement profiter de la vie. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que, suite aux années folles, s'installe cette situation intense et difficile qu'est la Grande Dépression? Qu'est-ce qui peut expliquer la Grande Dépression? On peut parler de l'effondrement des entreprises, on peut parler de l'emprunt abusif à la bourse ou même de l'absence d'intervention de l'État. Mais tout commence surtout avec un événement important qui a lieu le 24 octobre 1929. C'est le krach boursier. Il ne faut pas confondre ou se tromper avec le terme crash boursier. Krach est en réalité une expression économique allemande qui veut dire un effondrement des valeurs de la bourse sur une courte période de temps. Ici, en une journée. Cette journée-là, qu'on va surnommer le Black Tuesday, on va voir les valeurs de presque l'ensemble des actions qui sont à la bourse de Wall Street, donc à New York, s'effondrer. C'est la plus grande bourse dans le monde, c'est une bourse qui va énormément en valeur monétaire et elle est interconnectée par des liens commerciaux avec la plupart des autres bourses dans le monde, qui va faire un effet domino. Dans les semaines et les mois qui suivent, on va voir apparaître des effondrements des bourses ailleurs dans le monde, comme par exemple à Londres ou dans d'autres grandes bourses. Mais comment est-ce qu'en presque une seule journée, on peut voir les valeurs boursières s'effondrer à New York comme ça aussi rapidement? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble. Il y a deux choses qui peuvent expliquer le krach boursier de 1929. Premièrement, la surproduction. La surproduction, c'est un terme assez simple lorsqu'on le décompose. Surproduire. On produit trop. Trop par rapport à quoi? Trop par rapport à ce que les consommateurs veulent, par rapport à ce qu'on appelle la demande, ce que les gens aimeraient avoir. Prenons l'exemple d'une compagnie d'automobile. Imaginons-nous qu'une compagnie d'automobile de l'époque produit des voitures. C'est assez logique. Hein? C'est une compagnie de voitures. Mais quand la plupart des gens ont acheté des voitures, donc une famille a acheté par exemple 2 voitures, mais elle n'a pas besoin de plus de voitures, elle a le nombre de voitures nécessaires. Même à l'époque, c'était très rare que les gens aient 2 voitures, la plupart du temps, seulement les hommes en avaient une. Peut-être une voiture par famille. Mais lorsque c'est arrivé, les gens ne sont plus intéressés à acheter plus de voitures. Ils n'en ont pas besoin. Il n'y a pas de demande pour des automobiles. Le problème, c'est que les compagnies de l'époque, eux, reposaient sur le système du capitalisme. Et on leur avait enseigné, selon ce système-là, que pour faire le plus d'argent possible, elles doivent toujours produire le plus possible pour vendre finalement le plus possible de produits et réaliser davantage de profits. Problème, lorsque les gens ont acheté les voitures dont ils avaient besoin, ils n'en achètent plus. Et donc, les compagnies surproduisent. On voit leur entrepôt se remplir de produits invendus, dans ce cas-ci des voitures. Puisqu'ils produisent des choses qui ne se vendent pas, ils perdent de l'argent. Ils ne sont pas capables de rembourser ce que ça leur a coûté fabriquer, le salaire, les matériaux, ainsi de suite.
Donc, ces compagnies-là se mettent à perdre énormément de valeur. Et pas uniquement les compagnies d'automobiles. L'ensemble des compagnies de l'époque se mettent à perdre de la valeur. Parce qu'à un certain point, les gens se mettent à consommer de moins en moins parce qu'ils n'ont plus besoin nécessairement de certains produits. Le problème, c'est qu'à la bourse, dans les différentes bourses du monde, on ne se rend pas compte de cette situation-là à cause d'une activité qui s'appelle la spéculation. La spéculation va empêcher les gens de réaliser que les compagnies sont en train de perdre de la valeur. C'est quoi ça, la spéculation? Suis-moi, un petit peu plus compliqué. D'abord, je vous rappelle ce qui est une action à la bourse. La bourse, c'est un endroit où les compagnies vont aller vendre un pourcentage de leur entreprise. Donc, si on achète un pourcentage de cette entreprise-là, ce qu'on appelle une action, bien, on va espérer que cette action-là va prendre de la valeur. Donc, que la compagnie va valoir plus cher dans le futur. Le pourcentage qu'on possède va donc valoir plus dans le futur. Si j'ai acheté 1 dollar d'une action, donc une action qui valait seulement 1 dollar, et que la compagnie, on va dire, valait 100 dollars, donc j'ai 1% de la compagnie, et que la semaine suivante, la compagnie vaut 1000 dollars, donc 10 fois plus, bien, mon action qui coûtait seulement 1 dollar vaut maintenant 10 dollars. Si je la vends, je réalise un profit. C'est comme ça que fonctionne la bourse. Spéculer, c'est tenter de prévoir comment la bourse va évoluer. Est-ce que les actions d'une compagnie vont monter ou est-ce qu'elles vont descendre dans les jours ou les semaines qui suivent? C'est basé sur aucune réelle preuve. C'est purement sur l'instinct, l'intuition ou même les oui-dire, les raconteurs, ce que les gens se disent entre eux, ce qui ne sont pas nécessairement des vraies preuves économiques concrètes. Donc les gens, sur leur instinct, se disent « Moi, je pense que telle compagnie va prendre de la valeur. Et donc, je vais acheter des actions de cette compagnie-là parce que je veux les vendre plus tard lorsqu'elle va valoir plus. » Le problème, c'est qu'à l'époque, depuis plusieurs années, la bourse ne fait qu'augmenter. Elle n'a pas vraiment vécu de grandes pertes depuis sa création. Elle a pris de la valeur, pris de la valeur, pris de la valeur, pris de la valeur. Et donc, les gens sont très, très confiants en l'économie. Donc, on spécule surtout à la hausse. On pense toujours que les compagnies vont prendre de la valeur. Et donc, on achète et on achète des actions. Ce qui fait que la valeur des actions se met à augmenter énormément. Quand beaucoup, beaucoup de gens veulent quelque chose, bien, ces choses-là prennent de la valeur. Hein, il y a peu de quelque chose, mais beaucoup de gens en veulent, bien, on va les vendre plus cher parce que les gens en veulent. Donc, il y a une forte demande pour des actions. Donc, les actions se mettent à prendre de la valeur. Prenons notre compagnie de voiture. Dans la réalité, elle ne vaut presque plus rien. Mais à la bourse, parce que les gens pensent que la compagnie va continuer à prendre de la valeur, son action, elle, n'arrête pas d'augmenter. Donc, on a des actions à la bourse qui nous disent que la compagnie d'automobile est très, 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 très riche, qu'elle vaut énormément d'argent, mais dans la réalité, elle ne vaut presque plus rien. C'est lorsque ces deux éléments-là se rencontrent et qu'on commence à réaliser que les compagnies ne valent presque plus rien, mais que nos actions valent très, très cher, que là, on va faire l'inverse. On va vendre. On va arrêter d'acheter des actions. Les gens vont se mettre à vendre le 24 octobre 1929 leurs actions de façon massive. Tout le monde tente de se débarrasser de ses actions parce que tout le monde a peur de se retrouver avec rien. Hein? Les compagnies ne valent presque plus rien, donc si mon action en ce moment vaut cher, il vaut mieux que je m'en débarrasse pendant qu'elle vaut cher avant que les gens réalisent que les compagnies ne valent presque plus rien. Le problème, c'est que si les actions prennent de la valeur quand tout le monde les achète, eh bien, quand tout le monde les vend, c'est l'inverse qui se produit, elles perdent de la valeur, elles ne valent presque plus rien. Lorsque plus personne ne veut d'un produit, ce produit-là, ben, on ne peut pas le vendre très cher. Et donc, on va voir, en une journée, les actions qui valaient très très cher se mettent à perdre de la valeur à une vitesse extrêmement rapide parce que plus personne n'en veut. Et c'est ça, le krach boursier de 1929. Ce qui va suivre le krach boursier de 1929, c'est la fête des entreprises. Puisque les entreprises possèdent 50% plus 1 de leurs propres actions à la bourse, bien, lorsque la valeur des actions s'écroule pendant le krach de 1929, bien, ils perdent donc énormément d'argent. Tellement d'argent qu'ils ne sont plus capables de payer leurs employés, qu'ils ne sont plus capables d'acheter les matériaux nécessaires pour leur production
Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent fermer. Et ils ne sont plus capables de continuer leurs activités. Ce que ça a comme effet, c'est qu'on voit énormément de compagnies faire faillite. Les compagnies ferment leurs portes. Et ça ne se limitera pas uniquement aux États-Unis avec la bourse de Wall Street, mais ça va être un peu partout dans le monde parce que la bourse de Wall Street est extrêmement influente. Elle a des liens commerciaux avec les autres bourses dans le monde et les États-Unis ont des liens commerciaux avec les autres pays dans le monde. Lorsque les compagnies américaines et la bourse de Wall Street s'écroulent, ben, les compagnies capitalistes ailleurs dans le monde vont subir le même sort. Il y a une panique qui va s'installer ailleurs dans le monde et les gens vont tenter de se débarrasser de leurs actions. Donc, énormément de compagnies dans le monde se mettent à faire faillite. C'est une situation très problématique. Premièrement, ben, c'est une immense perte d'argent au niveau de l'économie. Il n'y a plus de compagnies, mais aussi, il n'y a plus d'emplois nécessairement. On n'est plus capable d'offrir des emplois parce qu'il n'y a plus beaucoup de compagnies qui fonctionnent encore. Il va y avoir énormément de chômage. Ensuite, l'autre problème, c'est l'emprunt abusif. On a vu pendant les années folles que le crédit devient très très facile d'accès. Les gens peuvent facilement aller à la banque et emprunter de l'argent qui ne leur appartient pas. Le problème avec ça, ben, il est assez simple. C'est-à-dire que les gens utilisaient l'argent qu'ils empruntaient à la banque pour aller parier à la bourse, pour s'acheter des actions, en spéculant, en pensant que les compagnies vont toujours augmenter. Ils achetaient, mais ils achetaient avec de l'argent qui ne leur appartenait pas. Lorsque la bourse s'écroule en 1929, la banque veut se faire rembourser, mais les gens ne sont plus capables de rembourser la banque puisque leurs actions ne valent plus rien. Ils ont emprunté de l'argent, ils doivent le rembourser à la banque puisque c'est du crédit, mais ils n'ont plus d'argent à cause de l'effondrement. Ça crée une situation très problématique. Beaucoup de gens vont se ruiner. Donc, pas nécessairement des gens très riches, ça pouvait être monsieur, madame, tout le monde, des gens qui n'avaient pas des gigantesques revenus, mais qui comptaient sur le crédit et la bourse pour s'enrichir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. L'autre problème, c'est que les banques eux-mêmes vont faire faillite, puisque les banques ont prêté tellement d'argent sous forme de crédit, mais que plus personne n'est capable de les rembourser. Les banques se retrouvent presque vides. Il n'y a plus d'argent à la banque. Et il y a une panique qui s'installe en même temps à cause de l'effondrement du marché. Les gens ont rapidement besoin d'argent, donc les gens se présentent aux banques et retirent leur argent. Donc, en plus du fait que la banque n'a plus d'argent parce qu'elle a trop prêté d'argent et les gens ne sont pas capables de la rembourser, bien, les gens retirent leur argent de la banque parce qu'ils en ont besoin rapidement pour payer leurs dettes. Résultat, il n'y a plus du tout d'argent dans la banque. Les banques ferment. Les banques font faillite. Si quelqu'un, par exemple, avait un compte avec de l'argent dans ce compte-là, il n'y a plus accès. La banque va utiliser cet argent-là pour tenter de rembourser ses propres dettes. Finalement, ça crée un gros problème économique. Non seulement les gens n'ont plus de métier, mais les gens n'ont plus d'argent. Toute cette situation aurait facilement pu être évitée. C'est-à-dire que si le gouvernement avait surveillé un peu plus l'économie, si le gouvernement avait intervenu dans l'économie, on aurait pu éviter d'en arriver à, le krach boursier, mais aussi l'emprunt abusif et les faillites des entreprises. Pourquoi? Bien, d'abord, il faut comprendre que l'économie est beaucoup basée sur le capitalisme, mais aussi sur le libéralisme à l'époque. Je vous rappelle que c'est Adam Smith qui avait dit, qui avait créé le libéralisme et qui avait dit que l'économie devrait être gérée par les entreprises. L'État ne devrait pas intervenir dans l'économie. Et c'est ce que la plupart des pays appliquent à cette époque-là dans le monde. Parce que ça a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de crise économique majeure depuis l'invention de ce système-là. Et les compagnies ont constamment pris de la valeur. Donc, on fait confiance aux entreprises. On pense qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes et que le gouvernement n'a pas besoin de surveiller. On voit bien que ce n'a pas été le cas. Si le gouvernement avait mis en place d'abord un système de surveillance, s'il avait mis en place une réglementation pour éviter la spéculation, pour limiter le nombre d'argent qu'une banque peut prêter, ou même pour mettre en place un système de vérification sur à qui on peut prêter et à qui on ne peut pas prêter. Est-ce qu'une personne est capable de rembourser? Est-ce que ça vaut la peine de lui prêter de l'argent ou est-ce que c'est trop risqué, par exemple? Et mettre en place des vérifications pour aussi éviter la surproduction dans les usines, pour encourager les usines à limiter leur production durant certaines périodes si le marché n'est pas
n'est pas prêt à acheter ces produits-là. Il n'y avait pas de système de surveillance. Aussi, il n'y avait pas non plus de système de protection pour la population si une telle situation arrivait. Si le crack arrivait et si les valeurs s'effondraient, si les banques fermaient et si les entreprises faisaient faillite, on n'avait pas non plus de système de protection. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle par exemple l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'à l'aide de nos impôts, on paie à toutes nos payes de l'assurance chômage. Cet argent-là s'en va dans un fonds et on utilise ce fonds-là pour fournir des salaires aux gens qui perdent leurs emplois pendant quelques mois pour les aider à ne pas perdre leur maison, à ne pas perdre leur voiture et à être capable de nourrir leur famille jusqu'à ce qu'ils se retrouvent un nouvel emploi. C'est ce qu'on appelle le filet social. Hein? Imaginez un funambule qui tombe, s'il n'y a pas de filet, il se pète la gueule. Même pire. Mais là, il y a un filet, il ne se pète pas la gueule. C'est ça le filet social. Si tu tombes, si tu perds ta job, tu ne te pètes pas la gueule. Le problème, à cette époque-là, il n'y en a pas de filet. Les gouvernements prennent très peu d'impôts, prennent très peu de taxes, parce que ce serait intervenir dans l'économie, ce serait se mêler de l'économie, prendre l'argent des gens. Et donc, il n'y existe pas de tel fonds pour protéger la population. Ce qui va faire qu'il n'y a rien pour empêcher cette immense faillite des entreprises, cet écroulement de la bourse et cette fermeture des banques en 1929. Quelles vont être les conséquences de cet effondrement des banques, des entreprises et de la bourse en 1929? C'est justement ce qu'on appelle la Grande Dépression. C'est 10 années de crise économique qui va toucher presque tous les pays capitalistes dans le monde. Ce qui va se passer principalement, c'est que les gens vont perdre leurs emplois. Hein. À cause de la fermeture des entreprises, les entreprises ne peuvent plus fournir d'emplois et donc les gens n'ont plus d'emploi. Puisque les gens n'ont plus d'emploi, ils ne sont plus capables de rembourser leur maison, leur voiture, leurs différentes dettes. Et donc, les banques qui ont peur de fermer, puisque plusieurs vont fermer, se mettent à collecter tout ce qu'ils peuvent. Ils vont saisir les maisons, ils vont saisir les biens, les meubles, tout ce qu'ils peuvent pour se rembourser, pour éviter de fermer. Ce qui fait que les gens se retrouvent non seulement sans emploi, mais aussi souvent sans domicile. C'est par millions qu'on va compter les chômeurs à travers la planète et aussi les gens qui se retrouvent sans domicile. La vie devient très dure. 10 années de misère ou même se nourrir devient difficile. Le gouvernement va tenter progressivement d'aider la population, comme par exemple pour nourrir la population, en mettant en place ce qu'on appelle des soupes populaires. On fournit de la soupe à la population gratuitement. Les gens peuvent venir chercher à tous les jours un repas pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent de faim. On en est là. Et puis pas dans des pays qu'aujourd'hui on qualifierait du tiers-monde, dans des pays riches. Là. On parle des États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France. Hein, les grands pays capitalistes dans le monde vivent cette situation-là très, très difficile. Aussi, ce qu'il va y avoir de très particulier à l'époque, c'est qu'il y a un pays qui, lui, n'est pas du tout touché. Pour lui, la Grande Dépression, c'est comme si ça n'existait pas. Il s'agit de l'URSS. Pourquoi l'URSS? Pourquoi l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ancienne Russie, n'est pas touchée? La réponse est assez simple, parce que c'est un pays communiste. C'est le seul pays communiste dans le monde à cette époque-là. Il n'utilise donc pas le système capitaliste ni le système libéraliste. Des banques, comme on les conçoit dans les pays capitalistes, ça n'existait pas vraiment en URSS. Il n'y avait pas de bourse en URSS, donc elles ne pouvaient pas s'effondrer. Les banques ne pouvaient pas prêter du crédit puisque ça n'existait pas en URSS. Et il n'y aura pas d'effondrement de l'économie dans ce pays-là. Aussi, la plupart des pays capitalistes ne commerçaient pas avec l'URSS. Ils étaient contre le système communiste, ils ne voulaient pas l'encourager, donc ils ne faisaient pas de commerce. Ce qui fait que la Russie était comme dans sa petite bulle, fermée et isolée. Au début, ce n'était pas quelque chose de facile pour elle, mais durant la crise économique, durant cette grande dépression, elle est assez avantagée. C'est le seul pays qui ne vit pas ce chômage intense, cette misère intense, cette fermeture d'entreprise-là majeure. Et donc, son économie, elle, va progresser pendant cette période-là. Ce qui va rendre le système communiste quand même assez populaire dans différentes régions du monde. Ce qui va justifier l'apparition, dans les décennies qui suivent, de d'autres pays de type communiste ailleurs dans le monde. Comment tout ça se termine? Comment est-ce que cette grande dépression-là va finir par arrêter? C'est triste, mais c'est malheureusement à cause de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale va créer énormément d'emplois. Non seulement des soldats, mais aussi on a besoin d'entreprises pour fabriquer les armes. Et donc, ça va relancer l'économie.
assez triste qu'une situation malheureuse se termine grâce à une situation malheureuse. C'est ce qu'on va voir dans les prochains cours. Comment on en vient à cette Deuxième Guerre mondiale-là? Qu'est-ce qui va se mettre en place dans le monde pour qu'on retourne vers une Deuxième Guerre mondiale? C'était votre cours éclair. Bonne journée!